Alors maintenant, nous allons donner la parole à Michel Debout. Michel Debout, qui est professeur émérite de médecine, qui a été au CHU de Saint-Étienne de 1980 à 2010 et qui est aussi membre du Conseil économique et social et environnemental. Alors première question, et puis vous interviendrez bien sûr Michel, vous travaillez beaucoup sur les domaines du suicide, sur les questions de suicide, vous nous expliquerez un petit peu les outils de prévention à mettre en place, comme l'Observatoire des suicides que vous avez eu l'occasion d'initier. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous, le plaisir de revoir peut-être certains que j'avais vus en Savoie, je crois, où vous étiez réunis, c'était il y a 2 ans environ. Et puis, puisqu'il y a beaucoup de postiers, si j'ai bien compris, dans la salle, peut-être même essentiellement des postiers, vous dire que j'ai participé à ce qui s'est appelé dans votre entreprise la commission du grand dialogue, mais nul n'est parfait, n'est-ce pas? Et vous savez que cette commission avait été mise en place après le constat d'un certain nombre de suicides qui avaient concerné justement des postiers, et pour voir comment l'entreprise pourrait réagir à cette situation qui d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, n'avait rien de spécifique, puisque avant que l'on ne parle des suicides concernant les postiers, on avait beaucoup parlé des suicides concernant France Télécom, et puis avant on avait parlé des suicides concernant Renault, on a parlé aussi des suicides des policiers, on pourrait parler du suicide des médecins, on pourrait parler du suicide des agriculteurs, bref, vous voyez que si on se met simplement à regarder ce qui se passe spécifiquement pour un groupe social déterminé ou pour un groupe de travail déterminé, eh bien, on échappe à la question essentielle, c'est celle de comprendre ce qui se passe en termes de vie au travail et comment la vie au travail, que ce soit à la Poste, que ce soit à France Télécom, que ce soit pour les agriculteurs, voire pour les médecins, comment cette vie au travail peut déconstruire la personne au point où seule sa disparition lui apparaît à ce moment-là comme la solution, la très mauvaise solution, mais la solution à toutes ces difficultés. Et donc, parler du suicide au travail, c'est d'abord, et je veux y insister, parler de santé au travail. Et vous dire quelque chose de simple par rapport à cette question. Et c'est tellement simple que je suis surpris que ce ne soit pas une évidence. La santé des salariés est un droit des salariés et un devoir des employeurs. Ce n'est pas à la bonne volonté de l'employeur. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est encore une fois un devoir des employeurs et c'est une contrepartie aux efforts réalisés par les salariés et aux contraintes nombreuses acceptées par les salariés. Parce que, et là il faut être clair sur les mots, être fatigué de son travail, c'est normal. Mais être trop fatigué ou être épuisé à son travail, alors ça, c'est inacceptable. Être stressé à son travail, ça peut être normal. Moi, par exemple, avant de vous parler, parce que quand je parle, j'ai le souci, j'essaye d'être compris, c'est donc d'une certaine façon une épreuve, parce qu'à l'avance, je ne sais pas si vous allez me comprendre, je ne sais pas si je vais vous intéresser, je ne sais pas si je vais dire des choses importantes après tout ce qui a été dit, notamment par Jean-Claude et ma collègue ici présente. Donc vous voyez, j'étais dans un état de stress. Mais cet état de stress, il est normal, il est humain, il est psychologique. Ce qui est anormal, c'est l'état de surstress,
de dépassement du stress. Mais vous voyez que si on emploie un mot à la place de l'autre, alors on ne sait plus de quoi on parle. Et cette confusion qui est entretenue dans beaucoup d'esprits sert justement à camoufler les vrais problèmes. À camoufler les vrais problèmes pour qu'on n'aille pas les vraies solutions. Et toujours par rapport au travail, je crois qu'il y a été le grand changement depuis un siècle dans la réalité du travail. C'est qu'on est passé de faire son travail à être à son travail. C'est-à-dire on est passé d'un travail essentiellement physique. Vous savez qu'on parlait même de la force de travail quand on parlait des salariés qui vendaient leur force de travail, et on est passé à un engagement que l'on veut total de la personne dans son travail. C'est-à-dire ce n'est pas simplement la compétence sur le métier, c'est aussi tout votre être qu'on sollicite dans votre travail. Et notamment puisque pour les postiers, eh bien, d'avoir le souci même par rapport aux exigences parfois trop importantes des usagers de la poste, avec des clients. Et moi j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes de santé au travail à travers les violences au travail, aux agressions au travail, puisque mon métier, on vous a dit la médecine légale, alors une petite parenthèse, le médecin légiste, il ne voit pas que des morts. Je dis ça pour un peu détendre l'atmosphère, parce que vous êtes peut-être dit, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je vous rassure, tout le monde n'en meurt pas, mais le médecin légiste, il rencontre beaucoup de vivants qui sont des victimes de violences, mais qui sont vivants. Les morts, c'est heureusement beaucoup plus rare. Eh bien, ces victimes vivantes que j'ai rencontrées, il y en avait qui avaient été agressées à leur travail. Et c'est comme ça que je me suis intéressé aux violences au travail, puis après au harcèlement moral au travail, et puis maintenant à l'ensemble du mal-être au travail. Parce que, à partir du moment où on dit que la santé est un droit des salariés, il faut bien s'entendre sur le terme santé. La santé, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la santé physique, la santé physiologique, c'est la santé globale, au sens de l'Organisation mondiale de la santé, qui, je vous le rappelle, date de 1946, définition qui veut que la santé soit, et je vous le redis lentement, certains le savent, mais c'est important de toujours s'en rappeler, un état total de bien-être physique, mental, c'est-à-dire psychologique, et social, c'est-à-dire relationnel. Un état total de bien-être. Donc vous avez le droit, nous avons le droit de bien-être à notre travail. Bien-être à son travail, c'est la question, c'est synonyme de santé, et je vous le dis tout de suite, là non plus pas de confusion, on ne parle pas de bonheur au travail, on parle de bien-être, de bien-être. Simplement de bien-être, mais tout le bien-être. Et donc, quand vous êtes dans le mal-être à votre travail, c'est que l'employeur ne fait pas ce qu'il faut, ou bien c'est qu'il y a un problème de votre relation avec votre travail. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le rappeler, parce qu'à partir de là, vous voyez que ça ouvre un champ considérable, c'est-à-dire comment sont organisés le rapport le rapport psychologique que chaque salarié a avec son travail, mais pas seulement avec son travail, mais avec tous ceux avec lesquels il est en relation dans son travail, c'est-à-dire les collègues, c'est-à-dire la hiérarchie, mais c'est aussi les usagers, j'en disais quelque chose à l'instant. Et donc, parler de bien-être au travail, c'est prendre en compte l'ensemble de ces phénomènes. Mais, et pour en terminer avant la prochaine question, quand je vous ai dit il ne faut pas confondre, parce que vous donnez une image, parce que je crois qu'on comprend mieux avec une image. Quand je dis il ne faut pas confondre stress et surstress, qu'il ne faut pas confondre fatigue et épuisement, qu'il ne faut pas confondre énervement et harcèlement, eh bien, il ne faut pas confondre sucre et diabète. Le sucre, on en a tous besoin. Mais le trop de sucre, ça s'appelle le diabète. Et ça, c'est une maladie.
Donc faisons bien la part de ce qui est normal, ce qui est même parfois nécessaire dans le travail, et ce qui est véritablement nuisible dans le travail. Alors pour poursuivre, merci. Si j'avais peut-être pas compris, je croyais qu'il y avait une question qui venait après. Alors oui, c'est pas grave. Pour poursuivre et bien sûr pour rester dans notre sujet, donc une question, hein, les réactions physiques au burn-out et au stress. Et puis c'est important, je crois aussi, de faire la différence parce que on ne le fait pas suffisamment. Et là, vous allez pouvoir nous indiquer des choses. La différence entre le stress et le burn-out. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Et j'en viens aussi à ma question, c'est quelles sont les réactions physiques, justement, que ce soit au burn-out, mais aussi au stress, en termes d'hypertension, de problèmes cardiaques, etc. Oui, je reviens, et je vais essayer de répondre à votre question plus précisément. Mais je viens donc, à partir du moment où on a compris que chacun a le droit au bien-être physique, mais surtout mental et social, c'est-à-dire psychologique et relationnel. Alors, vous comprenez pourquoi, lorsqu'il y a des difficultés d'ordre psychologique et d'ordre relationnel, on parle de risque psychosocial. On parle de risque psychosocial et le burn-out est une des formes d'expression du risque psychosocial. Encore une fois, ce n'est une des formes d'expression. Il y en a bien d'autres. Il peut y avoir des dépressions au travail, il peut y avoir des phénomènes d'angoisse, voire de panique au travail, il y a des phénomènes de traumatisme psychologique au travail, parfois liés aux agissements des usagers et des clients, mais parfois liés aux collègues, voire à la hiérarchie. Donc vous voyez, c'est un champ assez vaste qu'il faut prendre en compte. Et pour ce qui est du burn-out, là aussi, je vais peut-être vous donner une image pour comprendre pourquoi parfois des gens arrivent à s'épuiser tellement au travail qu'ils sont presque en danger de mort, et de mort imminente, puisqu'on a retrouvé des personnes mortes à leur travail, sans autre explication qu'ils se soient épuisés à leur travail. Alors je vais prendre cette image pour ceux qui sont praticiens de ce sport. Je vais prendre la bicyclette et je vais prendre l'épreuve de vitesse. Vous savez, les vitesses, c'est sur un anneau, hein, vous avez deux cyclistes qui se courent après, et celui qui va plus vite. Vous savez, il y a une chose qui est assez marquante quand l'épreuve démarre, quand il y a le coup de sifflet, c'est que le cycliste qui est sur son vélo, le vélo de vitesse, hein, je ne parle pas du vélo que vous avez dans votre jardin, je parle de ce type de vélo. Vous savez qu'on ne peut pas tenir sur ce vélo si on ne pédale pas. Ce qui fait que quelqu'un tient le cycliste, le sportif, pour qu'il parte. Et puis à ce moment-là, il pédale et il va très vite, Mais il sait quelque chose, c'est que s'il arrête de pédaler, il tombe. Et qu'est-ce que c'est que le burn-out? C'est le moment où, continuant à pédaler très vite, il n'avance plus. Mais ça ne se voit pas, ça ne se voit pas pour lui. Sa carapace, elle pédale toujours, on a l'impression qu'il pédale toujours, mais il est totalement inefficace. Il est totalement à côté et il se consume de l'intérieur parce qu'il a le sentiment, comme il n'avance pas, qu'il ne pédale pas assez vite. Donc il va, au lieu de freiner, il va continuer d'accélérer. Et c'est comme ça qu'il est, encore une fois, soit en risque de mort brutale, mais heureusement, avant la mort brutale, il peut y avoir un effondrement psychologique, c'est-à-dire que cette personne-là ne pourra plus, et ça sera physique, ça ne sera pas simplement psychologique, elle ne pourra même plus franchir la porte de son entreprise. Elle ne pourra plus franchir la porte de son entreprise, tant et si bien qu'on retrouve parfois des salariés dans leur voiture qui sont arrivés jusqu'à leur boulot, qui ont essayé d'ouvrir la porte du véhicule, qui n'ont pas pu et qui sont restés là, presque inanimés, en tout cas inanimés sur le plan psychomoteur, et à ne pas, et même avoir un peu perdu le sens de la réalité. Ils ne savent plus où ils sont. En tout cas, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne peuvent plus. C'est pour eux un danger de mort de franchir la porte de leur entreprise. Donc, vous voyez que cette image est importante
Parce que pédaler, c'est normal. Pédaler vite, c'est parfois nécessaire, parce que parfois le travail demande qu'on pédale vite, mais il ne faut pas s'épuiser à pédaler. Merci. Alors maintenant, nous allons, comme prévu, passer la parole à la salle, mais dans un premier temps, je passe la parole à Laurent, avec un micro. Il y en a un ici. Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, en fait, il y a à peu près 2 semaines, en amont de ce colloque, vous avez donc tous reçu des invitations par mail, et dans ces invitations par mail, il y avait aussi des questions. On vous avait demandé de remonter des questions relatives naturellement au burn-out et au colloque de ce matin. Et alors, on a sélectionné quelques-unes de ces questions qui nous ont paru extrêmement intéressantes. Alors, je vais d'abord relater ces questions auxquelles nos intervenants pourront répondre, et puis ensuite, je ferai un tour parmi vous pour voir s'il y a d'autres questions qui, normalement, devraient se faire jour. Alors, il y a eu toutes sortes de questions qui sont remontées, notamment, par exemple, une question qui est très très simple, qui concerne le burn-out. Vous parlez d'addiction au travail, ça concerne beaucoup les cadres. Et il y a 2 questions qui sont remontées qui demandent simplement, faut-il supprimer le statut de cadre? Faudrait-il revoir le statut de cadre? Alors ça, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, mais j'ai trouvé que cette question était franchement intéressante. Les problèmes de burn-out, peut-on les trouver, peut-on les imaginer même au plus haut niveau de la hiérarchie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, demain, dans une grande entreprise, un manager de très très haut niveau soit victime de burn-out et que ça se sache, quoi. Voilà. Il y a une question qui demande aussi: la dureté, le cynisme, la maltraitance sont parfois valorisés par la gouvernance des entreprises pour leur encadrement. Comment contrer ce phénomène? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que parfois le cynisme c'est valorisé. Alors comment faire? Alors il y a une question qui était intéressante aussi: peut-on préciser la notion de faute prescrite par l'employeur? Si je m'explique un petit peu, quand un employeur fixe des objectifs inatteignables, à quel moment est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une faute prescrite, et comment contrer ça? Voilà. Il y a encore pas mal de questions, alors je ne sais pas... Ok, merci. Alors, déjà, pour ces premières questions... Non, excusez-moi, la fin de la faute prescrite, vous parlez d'une faute prescrite? Oui, c'est ça. Il y a des commentaires qui sont remontés en nous disant: est-ce que quelque part l'employeur ne prescrit pas une faute en surchargeant sa demande vis-à-vis de l'employé? Faute inexcusable. La faute, oui, c'est ça, c'est le rapport à la faute inexcusable, je pense. Voilà. Donc, Jean-Claude, tu réponds dans un premier temps? Attendez, venez là. Oui, c'est bon, là, ça me va bien. Alors, la question de... Je ne vais pas répondre dans l'ordre, puis je laisserai la parole, bien sûr, à mes collègues pour répondre. La question de la hiérarchie, de la haute hiérarchie. En fait, on voit de plus en plus, moi ça m'arrive, de rencontrer des dirigeants de très haut niveau. Encore dernièrement, j'étais avec le dirigeant d'une filiale d'une société américaine que je connais bien, que j'ai rencontré dans mon travail, qui m'apprécie, et lui a décidé d'arrêter parce que tout simplement, il n'en pouvait plus. Donc la question du burn-out, il faut bien comprendre, c'est un système d'épuisement, mais qui frappe tout le monde. Ceci dit, il est vrai que les cadres supérieurs, en général, ont plus de latitude décisionnelle, ont plus d'autonomie, et donc peuvent se préserver plus facilement que ceux de la hiérarchie intermédiaire. Les cadres payent un lourd tribut, hein. En France, alors quand vous avez effectivement, quand vous êtes aux manettes, vous pouvez plus vous préserver. Mais malgré tout, on voit bien que la dictature à la fois des analystes financiers, les exigences financières démesurées, font que, y compris à un haut niveau, ça souffre beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse que je voulais faire. Sur la question du cynisme et de la maltraitance, on voit bien que dans les entreprises aujourd'hui, ce qui est la règle, c'est le mensonge. Pourquoi ?
Vous voyez, par exemple, j'étais dans une entreprise qui produit des équipements pour automobiles. Et dans cette entreprise, les cadres, les techniciens et tout, je discute avec eux, et puis ils me disent, on est très embêtés, mais on s'en fout. On nous avait donné 100 heures pour faire telle pièce, on a mis 120 heures, en réalité, on va inscrire 100 heures, mais globalement, ça ne changera rien, parce que de toute façon, ça va remonter, ça va être trituré, le temps que ça redescende, on sera passé à autre chose. Et donc, cette méthode de DPO, c'est-à-dire qui suppose à la fois la direction par objectif, mais y compris l'évaluation des réalisations, est complètement tronquée aujourd'hui. À tous les niveaux, tout le monde ment. À tous les niveaux. On est dans une situation, par contre, où on met une pression maximale sur les gens pour qu'ils se sortent, je dirais, vraiment l'énergie maximale pour faire leur travail. Alors, c'est une bonne question sur la faute prescrite. Effectivement, c'est un bon terme, faute prescrite. Pourquoi? Parce que quand vous donnez des objectifs inatteignables aux gens, effectivement, à un moment donné, pour pouvoir tenir, je dirais, les résultats, on va amener les gens à se mettre en faute. Parce que j'ai connu ça, moi, dans une mission locale pour l'emploi dernièrement. Mission locale pour l'emploi, c'est des associations qui travaillent en province, à Paris, etc., pour permettre l'insertion. Une directrice qui avait en fait eu le job avait en fait 2 mi-temps. Mais les 2 mi-temps étaient, je dirais, ces 2 mi-temps étaient des temps pleins quasiment. Parce qu'elle travaillait pour la mission locale pour l'emploi et de l'autre côté pour une autre administration. Et c'était intenable. Intenable. Eh bien, cette personne, elle s'est mise en faute parce que tenir les objectifs qui lui étaient confiés par les politiques, ça la conduisait à maltraiter, à un moment donné, les gens qui étaient sous sa responsabilité, à vraiment les mettre dans une relation de tension perpétuelle pour pouvoir tenir des objectifs. Donc vous voyez que là, c'est le rapport bourreau-victime. Alors on pourrait très bien dire qu'elle n'aurait pas dû accepter. Mais bon, quand vous avez un job et qu'il faut vivre, etc., vous connaissez la chanson, à un moment donné, c'est vrai que parfois, on commet des actes qui sont répréhensibles et on se met en faute. Donc la faute prescrite, oui, la faute, elle provient d'un système qui ne permet pas le travail sain. Le travail sain, c'est le travail qui permet aux gens d'avoir des exigences proportionnées à leurs capacités, avoir un bon soutien, une bonne reconnaissance, pas une reconnaissance, je dirais, étriquée, et puis, bien entendu, une certaine autonomie pour faire son travail. Quand vous avez le travail sain, c'est une notion, nous, qui nous est propre à Technologia, que l'on développe. Il faut développer le travail sain. Le travail sain protège l'individu. Eh bien, vous avez beaucoup moins de problèmes. Merci. Michel? Peut-être aussi un complément. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on mobilise le psychisme de la personne dans son travail, son être au travail, et que dans cette globalité-là, il y a aussi les émotions. L'humain se caractérise par un savoir, une pensée, mais aussi des émotions. Pas besoin de vous dire plus, je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et ces émotions, il faut aussi savoir les gérer. Savoir gérer ces émotions. C'est pas toujours facile d'ailleurs, c'est pas toujours facile. Et ça renvoie à la notion d'engagement. Jean-Claude a évoqué tout à l'heure la naissance du concept de burn-out ou d'épuisement professionnel à travers une étude d'un auteur américain qui s'appelait Bradley et qui a travaillé sur les aidants de jeunes toxicomanes. Et qu'est-ce qu'il a remarqué chez ces aidants, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, des infirmières, voire des médecins? Pour ceux qui savent ce que c'est que le parcours d'un jeune toxicomane, ils savent que sur le plan humain, c'est un parcours plein de bosses, plein de difficultés. Et donc, avoir comme métier la prise en charge de tels jeunes, c'est quelque chose de très difficile. Et qui demandait justement beaucoup d'engagement personnel. Et s'il y avait d'engagement, il y avait des émotions. C'est-à-dire que les soignants ne mettaient plus de limite entre la souffrance de ces jeunes et leur propre souffrance. Et donc, ça a entraîné chez eux un épuisement émotionnel, voire un émoussement émotionnel, ce qui fait
que cet auteur a remarqué qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre d'années, ces personnes, si elles continuaient à travailler, devenaient complètement indifférentes à ce que devenaient ces jeunes. Ils étaient à leur travail, certes, ils continuaient à faire leur travail, mais dans une grande indifférence. Et il faut comprendre que cette indifférence, c'était un mécanisme de protection. Ils se protégeaient en devenant indifférents que de subir leurs propres émotions. Eh bien, si vous voulez, dans le burn-out, il peut se passer des choses comme ça. C'est-à-dire que, et notamment pour les cadres, vous le savez, ils sont sous une double pression. La pression de la direction, qui est une pression de plus en plus sévère, importante, pressante, puisque c'est le grand mot à la mode, c'est la compétitivité, c'est-à-dire ce qui dit compétitivité dit adversaire, et qui dit adversaire dit mobilisation générale. Hein. C'est presque la guerre économique. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a les salariés, ceux qui sont sur le front, Et je pense qu'en cette année de centenaire de la guerre de 14, quand on dit sur le front, on a vu ce que ça pouvait donner parfois. Hein. Ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité qui a été barbare. Et se souvenir qu'on a pu mettre des jeunes de 20 ans, il y a un siècle, dans notre pays, dans de telles conditions. Et on se dit que finalement, voilà à quoi l'humain est prêt, quoi. Hein. Et donc, s'il a été prêt à ça il y a 100 ans, peut-être qu'il est prêt aux mêmes exactions maintenant et peut-être demain. Donc, vous voyez que ces questions ne sont pas simplement des questions de travail. Plus globalement, elles sont des questions de société. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Quel message on transmet aux autres ? Est-ce que, d'abord, un message de respect, de liberté, de vivre ensemble, ou bien un respect de chacun pour soi et la guerre pour tous ? C'est ça aussi les questions qui sont posées. Eh bien, j'en reviens à cette question du cadre. Le cadre, il est donc pris par la pression de la hiérarchie et aussi par la réalité de ses coéquipiers, de ceux qui travaillent avec lui. Et à un moment donné, il peut effectivement avoir un trop-plein d'émotions, d'engagement personnel, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un conflit entre ce que veut la direction et ce que peut l'équipe qu'il a en charge, et ce conflit, ou bien il le résout, et là, évidemment, on est dans le positif, on est dans la résolution de conflits, on est dans la prévention, mais s'il n'arrive pas à le résoudre, et si on ne lui donne pas des moyens de le résoudre, alors ou bien il quitte son poste, ou bien alors il est, avec l'image de ce que j'ai dit à l'instant, dans l'indifférence. Et vous avez des cadres qui sont apparemment indifférents, vous leur demandez quelque chose, ils ne répondent pas ou ils répondent à côté, parce que c'est aussi une façon pour eux de se protéger. Et donc, vous voyez qu'il est extrêmement important, quand on réfléchit à ces questions de vie au travail, de vie psychologique et sociale au travail, il est extrêmement important de toujours se poser la question: quelle est la réalité du travail de celui dont on parle ? Quelle est la réalité de son travail ? Et derrière cela, il faudra trouver un sens à son travail. Et s'il y a plus de sens au travail, ou s'il y a un conflit de sens au travail, à ce moment-là, on est dans un grand risque d'atteinte et de troubles psychosociaux. Alors justement, par rapport à la question qui est une question fermée qui a été posée, faut-il supprimer le statut de cadre, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde ? Je propose que Claude nous donne quelques éléments. Oui. Merci Michel. Très brièvement, puisque de toute façon je vais intervenir dans la seconde partie de cette matinée. Alors, question directe, faut-il supprimer le statut de cadre ? Ma réponse est aussi directe, surtout pas. Surtout pas, parce que nous le verrons tout à l'heure, le cadre, et notamment le cadre de proximité, est un élément essentiel de détection du trop-plein, des différents trop-pleins que l'on vient d'évoquer, pour peu qu'il fonctionne dans les deux sens. À quoi reconnaît-on un cadre ? Il a 2 oreilles et une bouche, c'est-à-dire passer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. Et il aura donc ce rôle essentiel de recueillir les informations
sur son territoire et surtout d'oser les faire remonter. Et le rôle du manager, et je termine là-dessus sur ce court aparté, le rôle du manager, ça va être de veiller à ce que le cadre fonctionne, le nourrir, l'autoriser, aller même parfois jusqu'à l'impertinence. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots avant d'intervenir tout à l'heure.